Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence ce soir sur la santé, ce jeu dont vous êtes le héros. Vous savez, on continue en fait la série de conférences Vitali. On a déjà eu en invité en fait Tessadi Ouidir, qui est pharmacienne. On a parlé de son parcours, on a parlé de ses compétences, entre autres dans la gestion du stress, mais aussi dans l'accompagnement, hein, l'importance du moment présent. Tout ce qui est, en fait, ce qui peut vous aider d'un point de vue cognitif, en fait, à mieux gérer aussi à la fois le stress chronique, mais la pression que vous pouvez vous mettre inutilement aussi durant la vie. Donc, Tessadi est une accompagnatrice hors pair. Vous allez voir tout à l'heure, elle va vous parler de son coaching. On va parler de qu'est-ce que c'est que le coaching santé. Donc, ce soir, on a une conférence en deux parties. En fait, vous allez voir, avant tout, je voulais faire une petite introduction sur les populations centenaires pour les relier. En fait, vous savez, mon domaine à moi d'expertise, c'est le domaine de la longévité en santé. Donc, je voulais relier la longévité en santé avec l'importance du coaching en santé. Vous allez voir ce que je vais vous raconter. C'est que les centenaires, techniquement, ils n'en ont pas besoin de coaching. Eux autres, ils font ça naturellement. C'est comme si ça leur venait de facto. Ça fait partie de leur personnalité. C'est de ça de quoi je vais vous parler. Et tout de suite après, en fait, Sadi va vous parler du coaching santé, de la responsabilisation du patient, ce qui est extrêmement important, de reprendre, en fait, la responsabilité de notre santé, nous-mêmes en main, de prendre conscience qu'on peut avoir un très, très gros impact sur le changement de nos habitudes de vie, qui va avoir un impact aussi sur la modulation de l'épigénétique. Donc, on a des éléments vraiment très intéressants. Vous allez voir, ça va être une très, très belle soirée. Ça te va, Tessadi? Quelle belle introduction, ça va très bien. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Oui, merci à tout le monde. Et puis, on va rester disponible à la fin pour répondre aux questions. C'est que je vous dirais, en fait, attendez à la fin de la portion, en fait, de Tessadi. Je vous invite d'attendre à la fin de la portion de Tessadi pour poser des questions, mais vous pouvez, au cours de la conférence, quand même les prendre en note pour ne pas les oublier, soit dans la boîte à discussion ou dans la boîte à questions. Puis à la fin, on va rester disponible quand même pour répondre à vos questions. Ça vous va? Donc, je vais partager tout de suite mon écran pour commencer moi-même. Ça te va, Tessadi? Vas-y, on y va. Let's go. Je te reviens. Donc, oups, ici. Donc, première partie, la santé, ce jeu dont vous êtes les héros. En fait, je vais vous parler de la vie des centenaires et de la place des suppléments de qualité. Donc, vous allez voir le lien que je vais faire, en fait, et puis l'importance aussi de reprendre la responsabilité de votre santé en main. Donc, regardez bien. Vous savez, les populations centenaires ont beaucoup été étudiées au cours des dernières années. Ce qui les a fait beaucoup connaître, c'est entre autres le reportage, entre autres, ce qu'on a appelé les Blue Zones, les zones bleues, qui tiennent compte de 5 endroits dans le monde qui ont été particulièrement bien documentés d'un point de vue scientifiquement sur les habitudes de vie des centenaires. C'est des gens qui vont vivre très, très longtemps, mais qui vont avoir aussi 5 à 10 fois plus de chances d'atteindre 100 ans que la moyenne nord-américaine. Donc, c'est très élevé. L'incidence des maladies va être beaucoup plus basse aussi. Autant les maladies cardiovasculaires que l'Alzheimer, le cancer, vont être nettement inférieures, en fait, à l'incidence qu'on a ailleurs dans le monde. Les 5 endroits en question, je vous en ai déjà parlé lors de d'autres conférences, sont, si on commence complètement à droite, on s'en allait vers la gauche, là, on a l'île d'Okinawa au Japon, le Japon étant le pays dans le monde qui a la plus grande longévité, tout pays confondu. Puis l'île d'Okinawa, qui fait partie du Japon, est statistiquement supérieure en termes de longévité, en fait, que la longévité qu'on va retrouver au Japon. Quand on s'en vient, si vous voulez, vers la gauche, au milieu, vous avez une zone de l'Italie, qui est la Sardaigne, qui est une île en tête, puis une zone de la Grèce aussi, une île, en fait, l'île d'Icaria en Grèce, qui contient beaucoup, beaucoup de centenaires. Vous avez par la suite une région du Costa Rica, dans les montagnes du Costa Rica, et une région complètement à gauche qui est vraiment très, très, très intéressante parce que c'est en Californie. Parce que toutes les autres régions du monde, vous pourriez me dire que c'est des secteurs qui sont relativement isolés. Oui, vous avez raison. Pourquoi on retrouve des centenaires dans des régions isolées en tant que telles? C'est parce qu'ils gardent leur culture, ils gardent leur façon de vivre dans la vie de tous les jours. Ils vont garder les mêmes habitudes, ce qui fait que ces habitudes-là, qui sont très importantes, vont devenir significatives sur la longévité. Et en Californie, c'est le même phénomène, mais là, dans une région qui est très développée. C'est une population qui a un très, très grand respect envers leur façon de vivre, en fait, dans l'application en tant que telle de leurs habitudes de vie, qui vont respecter à la lettre ce qui est la façon dont ce peuple-là, en fait, vit, grandit, se développe de génération en génération, et ça a permis justement de démontrer que c'était possible d'avoir les mêmes genres d'habitudes de vie que des centenaires, même dans des secteurs très développés.
Ceci étant dit, quand on parle de longévité en santé, on parle de quoi au juste? Ici, vous avez des données que j'ai publiées dans mon premier livre, en fait, en 2016. Vous avez en bas, 85 ans, c'est l'espérance de vie nord-américaine environ, là, si vous voyez la moyenne. Et la barre en bleu, c'est la période de temps durant laquelle les gens vont être malades, vont être affectés des maladies associées au vieillissement de façon suffisamment significative pour les empêcher de profiter de la vie de tous les jours. Autrement dit, en moyenne, en Amérique du Nord, avec 85 ans d'espérance de vie, on va commencer à avoir de la difficulté à profiter de la vie de tous les jours dans la moyenne de la population à partir de 70 ans. Ce qui veut dire qu'à 70 ans, on n'a plus suffisamment de capacité, par exemple, pour se permettre de voyager ailleurs à l'étranger. Pourtant, quand on regarde les gens des populations centenaires, ils vont être affectés, les centenaires qui vont vivre 100 ans, on parle d'être affectés pendant 10 ans des maladies associées au vieillissement. 105 ans, on parle de 9 ans. Et 110 ans et plus, qu'on appelle un super centenaire, vont être affectés en moyenne pendant 6 ans. Et là, ça, c'est en moyenne en tant que tel. Il y a même des gens des populations centenaires qui vont être malades quelques semaines, tout simplement, avant de décéder. Et ces gens-là, ce n'est pas qu'ils vont se rendre à 100 ans avec les capacités d'une personne de 20 ans, ce n'est pas ça. Sauf qu'ils vont se rendre quand même à 90, 95 ans avec les capacités encore de voyager, la capacité de se mettre à genoux pour jouer avec les petits-enfants. Ils vont avoir des capacités vraiment très importantes d'un point de vue santé, et c'est réellement dû à leurs habitudes de vie en très, 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 très grande partie. La génétique a très peu à y faire en tant que tel. Et là, quand on parle d'habitudes de vie, dans mes livres, j'ai défini 4 grands facteurs qui sont influencés par un 5e facteur que j'ai appelé un facteur facilitaire. C'est de ça que je veux souligner ce soir, juste avant la présentation de Tessadi, juste pour vous amener à réfléchir à l'importance du message qu'elle va vous livrer tantôt. Les 4 grands facteurs, on entend beaucoup parler de l'alimentation, de l'activité physique, ça va de soi, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai regroupé les autres en 2 autres facettes qui sont la gestion du stress et de l'anxiété, dans lesquelles j'inclus la qualité du sommeil et la qualité de la vie sociale, qui est probablement le facteur le plus important. On évalue qu'une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. C'est épatant, en fait, l'impact en tant que tel de la vie sociale de qualité. Et tout ceci facilité par l'attitude positive envers nous-mêmes et envers la vie. Le positivisme en tant que tel relève plus chez les gens des populations centenaires d'un état de personnalité même que d'un vouloir réel de la personne. Elle est comme ça parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Grosso modo, si vous voulez faire simple, là. Et pourquoi en tant que tel? C'est que les gens des populations centenaires, on s'est rendu compte que les études internationales, même quand on considère des gens de différents pays, le Japon, la Suède, les États-Unis, l'Europe. Donc, autrement dit, même quand on considère différents types de cultures, là ici, la Suède, on parle du nord de l'Europe, le Japon, les États-Unis, c'est quand même des cultures extrêmement différentes. On a des gens qui vont avoir exactement le même type de personnalité chez les centenaires. Ça veut dire que la personnalité est un élément extrêmement important de la longévité humaine. Et les centenaires, quand on parle en fait de personnalité, c'est que c'est des gens qui sont consciencieux, qui sont agréables, sont efficaces, sont faciles à vivre. Ici, je fais souvent la blague là, que je trouve bien amusante. Il y a une bonne nouvelle là-dedans en passant, là, c'est que les chialeux vivent moins longtemps. Okay, hein? C'est des gens qui ont une attitude positive envers la vie, sont optimistes, sont ricaneurs. Donc, comme Tessa dit, ils ont le rire facile. Et c'est des gens très agréables, justement. Et habituellement, ils sont comme ça de nature, mais ça se développe. On peut apprendre à être comme ça, on peut devenir comme eux, on peut développer la personnalité centenaire. Ça va amener une capacité à exprimer ses émotions librement sans les refouler, qui est beaucoup plus importante. C'est un élément extrêmement important. Les émotions, c'est fait pour être vécues et non pas pour être refoulées. Et là, il y a un lien très fort entre la personnalité en tant que telle et la qualité de la vie sociale. Ça va de soi, en fait, parce que les gens qui ont une belle personnalité, qui ont tendance à être ricaneurs, qui sont agréables, vont avoir une vie sociale de qualité qui va être beaucoup plus facile à établir puis à développer, à maintenir avec le temps, et c'est extrêmement important. Donc, dans le fond, quand on regarde la question du positivisme de la personnalité des centenaires, ça va à la fois les rendre plus heureux en tant que tels, ça va faciliter la qualité de la vie sociale, ça va réduire leur stress et leur anxiété, et au bout de la ligne, ça va les maintenir plus en santé. Parce que ça a été très clairement démontré, en fait, dans les études, que ça a un rôle central à jouer sur la mise en place de l'ensemble des habitudes de vie. Ce qui fait la réussite des centenaires en tant que tel, ce n'est pas le fait qu'ils soient bons dans l'alimentation ou dans l'activité physique, c'est le fait qu'ils soient bons dans toutes les facettes. Ils sont excellents partout en tant que tel. La meilleure façon d'y arriver, de réussir à être excellent partout, c'est avant tout de développer la personnalité des gens centenaires. C'est d'être justement une personne fondamentalement positive en tant que telle. Ça va aider à mettre en place
tout le reste de l'ensemble des éléments. Parce que c'est très clairement démontré, entre autres, que même dans l'alimentation, les gens qui ont tendance à être fondamentalement positifs vont porter une attention plus grande à ce qu'ils mangent, à comment ils s'alimentent en tant que tel. Ils vont avoir une meilleure alimentation. Donc, ici, ce que je veux souligner par le fait même, en fait, c'est que les suppléments ne peuvent pas, en fait, remplacer les saines habitudes de vie. Ce que vous devez faire avant tout, c'est avant tout, à tout prix, réussir à développer les saines habitudes de vie. Puis là, si je vous dis habituellement qu'il faut tout faire, il y a beaucoup de gens qui vont rien faire. Parce qu'on fige devant le fait, devant la difficulté, en fait, d'avoir à tout améliorer. Vous savez, la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Ça s'applique ici, en fait. C'est de la même façon. Vous devez, moi, ce que je recommande toujours à tout le monde, c'est de faire le tour de ce que vous pouvez améliorer, choisir en premier lieu la facette sur laquelle vous pouvez faire le plus gros gain, vous concentrer sur celle-là, puis quand vous l'aurez améliorée, passez à la suivante. Et dites-vous, en fait, avant tout, que la santé, c'est une façon de voyager, ce n'est pas un objectif. Vous n'allez jamais l'atteindre. Vous n'allez jamais vous dire un jour, aujourd'hui, je suis en santé, je suis correct. On devrait tous avoir à l'idée qu'on va toujours continuer à s'améliorer, toujours chercher des façons de le faire. Et une fois qu'on a amélioré une facette, passer à la suivante, puis de commencer à tourner tout le reste de notre vie, tout simplement. Et donc, il faut penser que c'est un processus continu et avoir plaisir, tout simplement, de le faire. Ceci étant dit, quand on regarde la question des suppléments, puis vous savez, en fait, je suis président d'une entreprise, donc j'ai un conflit d'intérêts très important qui est toujours très bien déclaré en passant. On commercialise à la fois les produits Vitoli, ça fait déjà 5 ans que c'est dans le marché. On vient de sortir les produits BASE ou base en français, qui sont à la fois des oméga 3, de la vitamine D. On va avoir un probiotique qui va suivre en fait très bientôt au cours des prochains mois. Juste attirer votre attention sur le fait que les suppléments ne sont pas là pour vous donner bonne conscience d'avoir fait quelque chose d'important pour votre santé. Ce n'est pas ça l'objectif en tant que tel. Les suppléments peuvent combler ou réduire des risques de carence, comme c'est le cas dans le cas des oméga 3 ou dans le cas de la vitamine D. Ils peuvent réduire les risques de dépendance ou d'accoutumance. Dans le cas où vous utilisez des médicaments comme par exemple pour dormir, des somnifères qui risquent de causer justement des problèmes à moyen ou à long terme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon à court terme, mais ça veut dire quand même qu'il faut faire attention aux risques de dépendance et d'accoutumance. Avoir moins d'effets secondaires, c'est sérieux, effectivement. Il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires, c'est normal de vouloir en avoir le moins possible. Pallier des problèmes non résolus, il y a beaucoup de gens en douleur chronique qui vont utiliser, entre autres, Vitoli Articulation parce qu'ils répondent très mal à la médication ou ils n'ont rien trouvé qui fonctionnait bien dans leur cas. Donc, c'est un bel exemple. Le désir de favoriser une approche naturelle, ça peut être tout à fait normal. En fait, je suis de ceux qui prônent avant tout, justement, d'aller vers les approches naturelles, ça va de soi, et vouloir reprendre la responsabilité de votre santé. Vous pouvez faire des choses pour votre santé qui peuvent être très, très significatives. Donc, avant tout, je vous l'ai dit, c'est les habitudes de vie, c'est l'attitude, c'est la personnalité. Une fois que tout ceci, vous l'aurez considéré, oui, faites une place, en fait, aux suppléments de qualité. Il y a une place, en fait, pour les suppléments de qualité. Et maintenant, je vais laisser, en fait, Sadie vous parler de la responsabilité de votre santé, qui est un élément extrêmement important. Vous savez, un des problèmes qu'on a en Amérique du Nord, qui est grave, c'est qu'étant donné que le système de santé est gratuit, on a tendance à oublier en tant que tel que le premier responsable, ça ne devrait pas être le système de santé, c'est nous en tant que tel. On ne devrait jamais remettre la responsabilité de notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Et dans notre culture nord-américaine, on a tendance à le faire tout simplement parce qu'on s'attend à ce que nos professionnels de la santé nous aident. C'est correct qu'il y ait des gens qui nous aident. Sauf qu'il ne faut pas que ça devienne les premiers responsables de notre santé. C'est nous qui doivent être les premiers responsables de notre santé. Vous allez voir donc le lien avec le reste de la conférence de ce soir. En fait, c'est qu'on a Tessadi qui va nous en parler. Elle va nous parler justement de la responsabilité de notre santé à tous et chacun et comment, en fait, vous aider à y arriver. Donc, ça fait une petite introduction, ça te va? Oh my God, bravo, quelle belle présentation. En fait, c'est une excellente introduction à ce que je vais dire. Et puis, merci pour toutes les informations. Je vais peut-être te demander la présentation. C'est très intéressant. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on va parler de la santé, qui est différente de la maladie. Quand je suis arrivée au Québec, au fait, quand j'ai commencé à travailler, et puis, donc nous, on est des professionnels de la santé, je me suis rendu compte, parce que moi, j'avais des a priori, je venais d'Afrique, un peu la France, mais je m'attendais à ce que les gens soient vraiment en bonne santé. Et j'étais pas choquée, vraiment, j'étais choquée. Pour pas vous mentir, j'étais choquée quand surtout j'ai vu les Dispil, les piluliers. En fait, les piluliers, c'est des dosettes, on en mettait
10, 20 médicaments et je me dis, mais c'est pas normal. Puis au fur et à mesure, j'ai compris que beaucoup de personnes vivent longtemps, mais ils ne vivent pas en bonne santé au fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je commençais à me dire, mais c'est pas normal, il faut que ça change. Je commençais à être aussi en colère et être frustrée. Puis je me suis dit, pour changer un système, il ne faut pas le combattre, il faut le remplacer. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Eric? Oui, tout à fait, tu as raison. Il ne faut pas, on n'obtient jamais rien par le négatif. C'est C'est ça. mon idée. C'est ça, on va concentrer notre énergie pour créer un nouveau modèle qui va peut-être alléger le système de santé et l'aider à sortir de cette crise incroyable. Donc, pour moi, pour vous ce soir, ma question, c'est quoi être en santé? Parce que la plupart des gens croient qu'être en santé, c'est ne pas être malade. Mais si on regarde la définition de l'OMS, je vais aller partager un document pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors, ça va être celui-là. On y est. Est-ce que c'est visible? Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est parfait. Oui. Donc, c'est ça. La santé, c'est un bien-être psychologique, donc mental, physique, donc notre corps physique, et social, donc notre environnement social. Et donc, ça ne consiste pas seulement à une absence de maladie, ce que tout le monde, je pense, croit. Donc, ça, c'est la définition de l'OMS. Mais ce qui est plus intéressant, au fait, c'est que chacun doit définir selon son unicité, uniqueness, c'est quoi être en santé. Est-ce que pour toi, être en santé, c'est avoir beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est avoir une clarté mentale, pas ne pas faire de l'anxiété? Est-ce que pour toi, c'est avoir des relations saines, vivre dans un environnement positif? Donc, c'est ça, au fait, être en santé, c'est pas seulement ne pas prendre de médicaments, mais vraiment, c'est être épanoui dans sa vie de tous les jours, mentalement, physiquement, émotionnellement, socialement et spirituellement. Quand on commence à regarder en profondeur cette définition, en fait, on va se dire, mais je ne suis pas en santé finalement. Je pense que 80% de la population, même les personnes jeunes, ne sont pas en santé. On les voit en pharmacie. Beaucoup de personnes prennent des médicaments. Moi, la santé mentale, ça vient me chercher pour mon expérience personnelle, mais on les voit prendre des antibiotiques pour des infections urinaires, prendre des antifongiques pour des vaginites, alors qu'on peut agir sur nos habitudes. On va y revenir plus tard pour éviter d'être dépendant d'une molécule. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas en train de diaboliser les médicaments. Je reviens encore au discernement. Mais si je peux, avec ma responsabilité en tant que patient, en tant qu'être humain, prévenir, agir sur mon mode de vie pour éviter d'être dépendant d'une molécule, pourquoi pas? Et c'est possible. Tout le monde peut le faire. Comment on peut le faire? C'est en ayant accès à l'information. Donc, c'est important de se renseigner. Et là vient le coaching santé. Ça dit, tu peux la mettre en plein écran aussi hein, pour grossir en fait l'information pour les gens. Comment on fait ça? La mettre en mode présentation. Normalement, c'est en bas à gauche. Bas à À gauche. droite, l'autre gauche, l'ancienne gauche. Attends, je vais y arriver. Oh, sinon, tu peux la laisser comme ça si. Parce que normalement, tu pourrais la mettre en mode plein écran. Sinon, tu peux la laisser comme ça. On peut très bien lire. Ah, c'est bon, Ah, je suis comme ça. arrivée. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi le coaching santé? En fait, le coaching santé, notre rôle en tant que coach santé ou même en tant qu'individu, c'est d'avoir accès à l'information. C'est avoir cette pleine conscience de se dire, OK, j'ai certains comportements, j'ai certaines habitudes qui m'empêchent d'être en santé, que ce soit sur le plan mental, comme on vient de le voir, psychologique, sur le plan physiologique du corps, sur le plan émotionnel, voire même spirituel pour certaines personnes qui sont dans leurs croyances, qui sont ouvertes à ça. On n'exclut personne, au fait. Tout le monde peut être en bonne santé vis-à-vis de ses émotions, de ses pensées, de son corps physique, de sa vie sociale et de sa vie spirituelle. Donc, avoir accès à cette information, comprendre que je peux faire en sorte que mon état s'améliore sans forcément
prendre des médicaments, ça, c'est déjà, je pense que c'est le début de la transformation, c'est le début de la responsabilisation du patient. Donc, le but du coaching santé, c'est donner cette information au patient, lui dire que son corps, en fait, c'est sa plus grande pharmacie. Pourquoi? Parce que ses comportements ont un impact sur sa santé. Deuxième chose qu'un coaching santé va faire, c'est au fait, il va rendre le patient plus autonome. Donc, le patient va devenir un adulte responsable. Si je fais certaines choses, je vais avoir certains résultats. Si je mange comme ça, je vais finir comme ça. Ce n'est pas juste une question de gène, et puis là, de gène, donc épigénétique, on va en parler plus tard en détail. Troisième chose, c'est l'éduquer. Nous, en tant que professionnels de la santé, pharmaciens, médecins, c'est vrai qu'on a la chance, ou par notre formation, d'avoir beaucoup d'informations, d'être éduqués. On sait comment les organes fonctionnent, comment le cerveau fonctionne. Donc, on a beaucoup d'informations, on est éduqué. Mais en tant que coach santé, on peut donner accès à l'information aux patients. Et on peut aussi l'inviter à faire ce travail lui-même, à se renseigner, à lire des livres, à être ouvert, à être curieux, à développer ce discernement. On peut aussi l'accompagner. Donc, le rôle du coach santé, c'est accompagner le patient dans une mesure de prévention, dans un accompagnement de tous les jours. On ne va pas juste lui donner, par exemple, et je comprends que le médecin va prescrire un médicament et le pharmacien va le dispenser. Et après, le patient, il est sujet à... Donc, il est rendu face à la situation, mais il n'est pas soutenu dans sa démarche pour aller mieux. Donc l'accompagnement va l'aider à maintenir notamment de nouvelles habitudes de vie qui vont améliorer son état de santé. Et bien sûr, avec l'accompagnement vient la motivation. Et donc, la motivation, ça a aussi un grand lien avec l'environnement. Et là, je vais vous donner un autre exemple par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple de la compagnie Google. Vous connaissez tous la compagnie Google. Alors, il y a quelques années, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un énorme problème de santé avec les employés. Il y avait un problème de diabète, d'obésité. Ils se sont rendus compte au fait que c'était à cause des aliments qu'ils avaient dans leur menu. En fait, tout ce qu'ils avaient beaucoup de cookies et c'était à portée de vue de tout le monde. C'était accessible, beaucoup de cookies, beaucoup de soda, le Coca-Cola. Donc ça, c'était accessible et gratuitement aux employés. Donc, ils ont fait une étude et ils ont décidé de rendre ces aliments-là non disponibles, disponibles et pas accessibles. Et ils étaient remplacés par des fruits, par de l'eau minérale. Et ils se sont rendus compte que la santé de leurs employés s'est améliorée. Donc, l'environnement est très important. Et ça, quand dans le système de santé classique, on ne met pas l'accent dessus. On va vous donner peut-être une prescription, on va peut-être vous recommander une opération, mais on ne va pas vous dire qu'il faut faire attention à votre environnement. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'éducation du patient. Et je trouve ça primordial d'élever les consciences, d'informer les patients et de leur dire qu'on est capable de prendre soin de soi en faisant des petits changements au fur et à mesure sur le long terme pour avoir des résultats sur le long terme. Donc ça, c'est le coaching santé et le rôle du coach santé en général. Et en faisant ça, moi, je trouve qu'on va vraiment alléger le système de santé. On va apporter une aide non seulement aux professionnels de la santé qui font de leur mieux, surtout pendant cette crise, pendant la pandémie. Moi, mon médecin de famille est en congé parce qu'elle est malade. Pour vous dire que cette crise a impacté beaucoup, et même des psychologues, je connais des psychologues qui ont fait qui sont en congé sabbatique à cause des psychologues qui sont censés prendre soin des patients, eux-mêmes étaient soumis à une détresse psychologique. Donc, si tout le monde fait sa part des choses, je pense qu'on peut tous alléger le système de santé. Donc, c'est ça. La mission du coach santé, c'est écouter, comprendre le patient, le rendre plus autonome, moins dépendant des autres, et puis, bien sûr, prévenir et ralentir l'évolution de la maladie. OK. Maintenant, c'est la question qui se pose. Pourquoi
j'ai du mal à changer les habitudes de vie parce que c'est facile. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me mettre des commentaires. On sait très bien que c'est facile de prendre une pilule que de changer une habitude. Sinon, tout le monde le ferait. Pourquoi? Pourquoi on a du mal à changer nos habitudes de vie? Parce qu'au fait, le problème qui se pose, c'est que ça prend du temps. Ça vient au fait programmer inconsciemment une nouvelle habitude avec la répétition. Et s'il n'y a pas la motivation de le faire, ça ne va pas durer longtemps en fait. Donc, la volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une vision et surtout un pourquoi solide. Prenons l'exemple de la personne qui veut arrêter de fumer. On a beaucoup de personnes qui viennent chercher des patchs de nicotine à la pharmacie, qui commencent à le faire et puis après qui abandonnent. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes-là n'ont pas un pourquoi solide. C'est-à-dire que pour eux, fumer et pas fumer, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est important d'avoir un pourquoi solide. Par exemple, je vais arrêter de fumer parce que je n'ai pas envie d'avoir un cancer, parce que mon cousin l'a eu. Je vais arrêter de fumer parce que ma nouvelle copine ne fume pas et c'est important pour moi que cette relation fonctionne. Donc, le fait qu'il y ait un pourquoi solide, de s'asseoir avec soi-même et de décider que je veux faire certaines choses parce que j'ai vraiment une motivation, c'est important. Donc, ça, c'est la première chose pour la transformation, le premier pas. La deuxième chose, c'est la répétition. Et c'est là que vient le rôle du coach parce que ça va venir accompagner, aider à répéter, motiver le patient à répéter les bonnes habitudes de vie pour que ça devienne inconscient, pour que ça s'installe dans notre subconscient. Et puis ensuite, l'environnement, comme je vous ai donné l'exemple de la compagnie Google, ou sinon aussi l'exemple, par exemple, si j'ai mes amis qui fument et que j'ai envie d'arrêter de fumer, ça va être difficile pour moi de le faire si j'ai un environnement où toutes les personnes sont en bonne santé ou font des efforts. Si j'ai envie de me mettre à faire une activité physique, si j'ai mon environnement qui n'est pas très sportif, ça va être plus difficile pour moi de le faire. Donc, pour développer une nouvelle habitude, il faut prendre en compte ces trois éléments. Donc, avec la motivation, un pourquoi solide, la répétition et l'environnement adéquat. Bien sûr, le coach santé va vous aider à être motivé et à continuer à répéter les saines habitudes de vie. Maintenant, parlons un petit peu de la boucle d'habitude. Alors, c'est quoi une boucle d'habitude? En fait, une boucle d'habitude, ça a été décortiqué par un neuroscientifique, dont j'ai oublié le nom. Et au fait, il explique comment se forment les habitudes. Et il donne au fait des outils qui vont agir sur le cerveau pour faciliter l'installation d'une nouvelle habitude. Alors, ça consiste en trois choses. Premièrement, le trigger, comme on dit en anglais, un déclencheur. Ensuite, une routine. Puis ensuite, une récompense. Vous savez, quand on a de la dopamine, et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, on va se sentir bien et ça va venir renforcer cette habitude. Et ça a été exploité par les fabricants d'Instagram, Facebook, parce qu'ils savent que la dopamine qui est sécrétée à chaque fois qu'on va regarder Instagram, ça nous pousse à l'addiction. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la dopamine a un rôle très important dans le maintien d'une habitude. Prenons l'exemple de la méditation. Je veux commencer à méditer. Je sais que la méditation, ça m'aide à avoir une clarté mentale, ça m'aide à me sentir dans le moment présent, à être moins stressée. On sait aussi que la méditation a des bienfaits physiologiques sur le corps, notamment l'accélération du transit intestinal, une meilleure respiration. OK, donc je sais tout ça intellectuellement, je le sais, je l'ai lu dans un livre, je l'ai lu dans une conférence YouTube, mais maintenant je veux passer à l'action, mais j'ai du mal à le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à le faire? En fait, si on décortique ça en 3 points, il faut qu'il y ait un déclencheur. Qu'est-ce que je dis à mes clients qui veulent commencer à méditer? Je leur dis, essayez d'avoir un coin dans votre chambre ou une pièce dans votre maison qui vous rappelle que c'est le moment de méditer. Ce qu'on peut faire, par exemple, si c'est un coin dans ma chambre, mettre un coussin de méditation, peut-être un hôtel de méditation, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de cher,
une bougie, de l'encens. Et à chaque fois que je me lève le matin, je le vois. Donc, associer l'endroit ou le déclencheur à un sens. Ça peut être une odeur, le sens de la vue. Donc, je vois le coussin de méditation. De l'encens, je sens l'odeur. Et donc là, ça, OK, c'est le moment d'aller méditer. Le déclencheur est là. Puis ensuite, la routine. À chaque fois que je médite, je mets des vêtements peut-être plus amples, j'allume une bougie. Donc, il y a une routine qui s'installe. Donc, je vais m'asseoir, je vais méditer. Puis à la fin, c'est quoi la récompense? Je vais me sentir bien, donc je vais être fière de moi. Donc, ça, c'est la première récompense. Mais la deuxième récompense qu'on pourrait faire, c'est à chaque fois que je médite, je vais peut-être me faire un bon smoothie pour me sentir mieux. Ou je vais prendre un bon café. Donc, je vais associer le fait d'avoir médité à une action de petit déjeuner avec peut-être des pancakes ou sinon échanger avec des amis. Donc, se faire une petite récompense pour que ça devienne automatique. Et à force de répétition, cette habitude va s'installer. Donc, ça, c'est un processus qui décortique les 3 éléments d'une habitude et comment on peut faciliter l'installation d'une nouvelle habitude, notamment une habitude santé, telle que la méditation, manger sainement, aller dans une salle de sport. Je vous donne un exemple pour la salle de sport. J'ai envie d'aller à la piscine et je sais que je vais me dégonfler à chaque fois que j'ai envie de le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que mon maillot de bain soit visible. Donc, je rentre du travail à 5 heures. Dès que je rentre, je vois que mon maillot de bain, il est peut-être plié sur la chaise. Et là, je me dis, OK, déclencheur, je dois y aller. Je ne vais pas aller faire l'effort d'aller chercher. Je le vois, il est là, donc je n'ai aucune excuse. Deuxième chose, c'est la routine. Donc, je vais aller nager. Je vais sécréter de la dopamine. Je vais me sentir bien, des endorphines. Et puis, en rentrant chez moi, je vais peut-être me faire quelque chose à manger que j'aime bien. Je vais peut-être regarder une série Netflix parce que je l'ai décidé de façon consciente, pas inconsciemment. Et donc là, ça va renforcer ce sentiment d'accomplissement de soi. Donc, c'est comme ça qu'une habitude a plus de chances d'être instaurée de façon répétée et de façon elle va être programmée au fait de façon inconsciente dans le corps. Et on sait très bien que c'est notre corps, la plupart du temps, qui dicte nos actions, surtout quand on n'a pas cette pleine conscience. Parce qu'au début, au fait, c'est facile au début quand on fait de la pleine conscience de s'observer, mais ça peut être fatigant. Et donc, qu'est-ce qui rend ça plus facile? C'est quand cette habitude, elle est déjà dans le subconscient. Parce qu'on sait très bien que 90% de notre temps durant la journée, on agit inconsciemment, qu'on le veuille ou pas, même si on fait de la pleine conscience. Et donc, plus ces habitudes saines sont déjà intégrées dans mon subconscient, sont déjà programmées, plus j'ai de chances de réussir à être en santé quand on parle des habitudes de santé. C'est pour ça qu'on dit que la volonté ne suffit pas. La volonté, c'est notre conscient. Mais le conscient, il est là juste 10% selon les études. Et donc, le subconscient, c'est lui, au fait, qui gère. Et plus j'ai des programmes bénéfiques dans mon subconscient, plus c'est facile pour moi d'être en santé. Je ne sais pas si c'est clair pour toutes les personnes qui me regardent. De toute façon, s'il y a des questions, on peut répondre après. Je vais peut-être regarder si c'est clair. Vous pouvez toujours me dire s'il y a des questions. OK. Maintenant, je vais passer. Donc, on a parlé d'exemple de la méditation. Je vais juste fermer ça. Maintenant, parlons d'épigénétique. Alors, en fait, l'épigénétique, c'est quoi? L'épigénétique, c'est une discipline de la biologie qui étudie le mécanisme modifiant de manière réversible et transmissible l'expression des gènes. En fait, on va venir changer l'expression de nos gènes sans changer les séquences nucléotidiques. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de jumeaux monozygotes qui sont nés donc, de la même cellule. Si je mets ces jumeaux dans des environnements différents, je mets une personne dans une famille avec de saines habitudes de vie, qui mangent de façon saine, qui font de l'exercice physique, qui ont un cercle social positif, et je mets l'autre personne dans un environnement où on est inconscient de nos habitudes de vie, on ne mange pas
on mange McDo, on ne mange pas comme il faut, on ne fait pas d'exercice physique, on a peut-être des traumas. En fait, c'est deux personnes qui sont issues de la même cellule, qui ont le même matériel génétique. Une personne va développer une maladie métabolique, voire même une maladie mentale, et l'autre personne va être en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon les études, notre environnement va imprimer sa marque sur le gène. On appelle ça l'épigénome, par des méthylations de l'ADN ou par des modifications de l'histone, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Donc, pour simplifier, ce que je fais dans mon environnement, ma façon de me comporter dans mon environnement va avoir un impact sur l'expression de mes gènes et donc un impact sur le développement des maladies. Et donc, il est important que les personnes sachent que si je ne mange pas bien, si je mange mal, si je ne fais pas d'exercice physique, si j'ai un cercle social qui n'est pas positif, même si je prends certains médicaments, si je suis exposée à des polluants chimiques, il va y avoir des conséquences en fait. Il va y avoir des conséquences sur l'expression de mes gènes et notamment l'évolution des maladies mentales, métaboliques et même les cancers. Donc, on appelle ça l'épigénétique ou l'étude de l'épigénome, l'influence de l'épigénome sur le développement des maladies. Alors, donc c'est ça, nos comportements dans notre environnement créent des maladies. Si vous voulez avoir plus de détails, j'ai une vidéo qui explique tout ça en détail. Il y a des travaux d'un médecin montréalais à l'université McGill, Dr Tureki, qui a étudié l'impact des traumas de l'enfance sur le cerveau. Il a fait une étude comparative sur des personnes qui se sont suicidées vs des personnes qui sont mortes d'une mort naturelle, et il a étudié le cerveau. Et il s'est rendu compte que dans le cerveau des personnes qui se sont donné la mort, il y a eu des modifications épigénétiques sur quelques gènes. Il y a aussi des travaux de Dr Joël de Rosnay, qui est un médecin aussi, je pense, et un directeur du centre de recherche de l'Institut Pasteur en France, qui a écrit un livre sur l'épigénétique et qui parle au fait de l'impact de 5 choses, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, Eric, l'activité physique, l'alimentation, le cercle social, la gestion du stress sur notre gène, en fait, sur nos gènes et sur l'épigénétique. Donc, c'est un livre qui résume la même chose que tu viens de citer plus tôt. Puis aussi, il y a d'autres travaux qui ont été faits sur l'impact de la méditation sur l'expression des gènes et le développement des maladies mentales, où il y a eu deux groupes, un groupe de personnes qui ont médité toute la journée vs un groupe de personnes qui se sont adonnées à des activités de loisirs. Puis on a fait des études sur les cellules sanguines et on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact sur les gènes, sur les personnes méditantes. Il y a eu des méthylations sur plusieurs groupes de gènes. Et donc, il y a surtout les gènes pour les maladies métaboliques. Donc, il y a vraiment un impact. Il y a plusieurs études. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo méditation et épigénétique. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de la santé intégrative. Comme vous savez, on est tous cofondateurs. Je pense que là, je me suis trompée. Attends, je vais quitter. Ici. Ouais, ici. On va parler un peu de médecine intégrative. Je vais y arriver. Hop. Ici. Ouais. Donc, vous savez, Eric est fondateur de l'association des professionnels pour la santé intégrative et je suis aussi membre. Et donc, le but, au fait, c'est d'expliquer aux patients qu'il est responsable de sa santé, qu'il est maître de sa santé, que son corps est sa plus grande pharmacie, et s'il se met à changer ses habitudes de vie en faisant attention à son alimentation, à l'exercice physique, en étant conscient de ses échanges dans son environnement, l'impact de ses pensées et de ses émotions sur sa santé. C'est ça le but au fait de l'association, c'est d'élever la conscience des patients et de leur dire qu'ils sont maîtres de leur santé et aussi en leur donnant le choix.
Il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de médicaments et c'est leur choix et on ne va pas les laisser comme ça. On va leur dire qu'il y a d'autres outils qui sont accessibles à tout le monde. Il y a ceux qui vont préférer aller voir un ostéopathe, faire de l'acupuncture, faire de la méditation, faire du yoga. Et c'est tout ça, c'est des outils qui sont prouvés par la science. On appelle ça medicine-based evidence. Et donc, c'est ça le rôle de l'association, c'est de donner le choix à tout le monde, de choisir la thérapie qui lui convient le mieux et aussi d'avoir un impact sur sa santé en étant proactif et pas dépendant d'un système de santé qui est malheureusement pas très à jour de tout ce qui peut se faire dans le domaine de la santé. Je vous donne un exemple pour les États-Unis. Au fait, la médecine intégrative, elle est en plein essor aux États-Unis. D'ailleurs, pendant mon séjour dans un ashram comme Karma Yogi, j'ai rencontré Dr. Andrew Newberg, qui est directeur du centre de recherche de la médecine, de la santé intégrative et je pense, des sciences nutritionnelles à l'hôpital Thomas Jefferson à Philadelphie. Et donc, il m'avait dit qu'il a pu faire en sorte que son département se fasse allouer un budget très important qui était le même montant que le budget pour la médecine d'endocrino, médecine interne et neurologie aux États-Unis. Donc, cette discipline qui est la santé intégrative est en plein essor. Et j'espère qu'au Québec, on atteindra cet essor-là, mais pour que ça soit fait, il faut que tout le monde, au fait, mette la main à la pâte, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les ostéopathes, tout le monde, au fait. Et surtout les patients, c'est ça, c'est en changeant le système qu'on va créer un nouveau système de la santé et non de la maladie. Je ne sais pas si on a le temps, Eric, je voulais quand même parler d'un cas clinique. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui fait de l'anxiété, qui n'a pas de médecin de famille. Ça, on le voit souvent ici au Québec, surtout avec tous les médecins qui partent à la retraite. Elle va aller donc à l'urgence et elle va en ressortir avec une prescription, un antidépresseur, un anxiolytique. Et pendant ce temps-là, rien ne va être fait par rapport à son alimentation. On ne va pas lui poser la question comment tu t'alimentes. Rien ne va être fait par rapport à ses habitudes de vie concernant l'exercice physique, comment elle gère son stress. Donc, sur le plan physiologique, on sait très bien qu'une alimentation vivante et saine améliore le microbiote et on connaît maintenant l'impact du microbiote sur la santé mentale. L'exercice physique, on sait très bien que l'exercice physique a un impact sur le cerveau. Troisième chose, la gestion du stress. Quand on est dans un environnement stressant, on a du mal à gérer ses pensées, à gérer ses émotions. On a du mal à être dans le moment présent, on va faire de l'anxiété. Donc, elle va ressortir avec une prescription, mais il n'y a aucune action qui va être faite sur ces éléments-là. Deuxième chose qui peut être faite aussi, c'est sa gestion de ses émotions. Est-ce que cette personne sait bien gérer ses émotions? Est-ce qu'elle a eu des problèmes pendant l'enfance? Les traumas, on connaît maintenant l'impact des traumas dans l'enfance sur le cerveau. D'ailleurs, il y a eu des travaux sur ça. L'impact, c'est les travaux de Dr. Tureki. Les traumas dans l'enfance rendent le cerveau des personnes sujettes à ça plus susceptibles au stress. Donc, si rien va être fait pour cette personne-là, donc la patiente qui se présente à l'urgence avec une prescription d'anxiolytique, ben, en fait, elle va toujours dépendre d'une molécule parce qu'elle ne va pas changer ses habitudes de vie, elle ne va pas changer sa perception de la vie, sa gestion des émotions. Est-ce que aussi cette personne, elle est dans un milieu de travail toxique? On sait très bien que le burn-out est la conséquence d'un stress, d'une anxiété. Comment elle est aussi financièrement parlant. Donc, tous ces éléments ont un impact sur l'anxiété. L'anxiété, c'est pas juste prendre des médicaments. Oui, les médicaments, ça va aider lorsqu'on est dans un état critique, mais ça a un impact sur toute notre façon de voir les choses, notre façon de fonctionner dans le monde
nos pensées, nos émotions. Donc, si rien ne va être fait, cette patiente, au fait, elle va se retrouver, au fait, pas responsable de sa santé et dépendante d'un système de santé qui ne prend pas en main tous ces facteurs qui peuvent l'aider à guérir, au fait, et pas juste être dépendant d'une molécule. Donc, et ça, c'est un cas vrai. C'est un cas que j'ai eu en pharmacie. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai comme l'impression d'avoir trop parlé. D'habitude, dans mes conférences, j'interagis plus avec les gens, je leur pose des questions. J'espère que je ne vous ai pas juste fait un étalage d'informations. De toute façon, je suis disponible s'il y a des questions. Sinon, on peut me retrouver sur mon site, unevie-consciente avec Tess.com, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bien, vas-y, tu peux peut-être revenir à l'écran, arrêter le partage, en fait, Tessa dit, puis effectivement, on va regarder les questions des gens. J'avais déjà un commentaire, en fait, un monsieur qui nous souligne que on n'a pas parlé de l'importance aussi dans l'équilibre de la santé humaine oui, tu devrais l'avoir en haut. Hein? Oui, je l'ai. Oups, la santé. C'est bon. On n'a pas parlé de l'importance, en fait, de la sexualité. C'est vrai qu'effectivement, encore là, les gens des populations centenaires, des fois, je prends un exemple pour donner un exemple de ce que ça peut faire, l'importance des saines habitudes de vie sur la période d'une vie au complet, c'est que dans les populations comme Okinawa, ils vont voir des gens de 95 ans qui sont encore capables de faire du vélo, qui sont encore actifs sexuellement. Ouais. Et c'est quand même un exemple extrêmement important. Puis c'est vrai que la sexualité est une facette, des fois, qu'on va négliger en santé humaine, mais c'est très, très important aussi, justement, même surtout en vieillissant, parce que là, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas permis pour les gens vieillissants ou que c'est un tabou ou que ça ne devrait pas exister. Là, au contraire, en fait. Là. Mais non, pas du tout. Si on est sur la Terre, c'est qu'il y a eu une activité sexuelle de nos parents. On ne va pas non plus... je ne comprends pas les tabous. Au fait, c'est une très bonne question, la sexualité. Moi, je vois des patients très jeunes, 35 ans, 40 ans, qui viennent chercher du Viagra. Et ça me désole parce que si on peut juste leur dire que la santé sexuelle, c'est pas juste... parce que des fois, les gens ils croient que c'est juste parce que je manque de testostérone, je manque d'hormones. Au fait, c'est pas juste ça. Ça peut être très psycho-émotionnel. Je reviens toujours au système nerveux. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et ces deux systèmes-là, c'est comme le frein et l'accélérateur d'une voiture. Ils ne peuvent pas fonctionner en même temps. Si je suis tout le temps dans la réponse au stress, et on sait que le système de vie nord-américain est très stressant, non seulement il est stressant parce qu'on doit accomplir, parce qu'on doit être productif, on ne doit pas prendre de pause. Si on prend des pauses, on est faible. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette perception qu'on a, la pression qu'on met sur nous. En plus de ça, il y a les polluants chimiques, il y a les réseaux sociaux, il y a tous des facteurs qui font qu'on est tout le temps en état de stress. Donc, si je suis tout le temps en état sympathique, ce n'est pas le moment de se reproduire, ce n'est pas le moment d'avoir une sexualité. Non, mais c'est vrai, le cerveau, il va se dire, je suis en mode survie. Je suis en mode survie. Ce n'est pas le moment d'être à l'écoute de mes besoins. Ce n'est pas le moment d'être à l'écoute de ma partenaire parce que la sexualité, ça implique deux personnes. Là, on ne parle pas de masturbation, on parle de sexualité épanouie. Donc, si je suis en mode survie, ce n'est pas le moment pour moi d'aller me détendre. Pour avoir une sexualité épanouie, il faut être détendu, il faut activer son système parasympathique. Et ça prend vraiment une pleine conscience de soi. Il faut apprendre à ralentir, être présent, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, être à l'écoute de ses besoins. Et tout ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On nous apprend à être compétitif, à être productif, être perfectionniste. Et surtout, le système nord-américain, il ne ralentit pas. Même on mange machinalement. En fait, c'est une très bonne question. Donc, moi, mon conseil, la personne qui a posé la question, si tu veux vraiment améliorer ta santé sexuelle, c'est apprendre à ralentir, apprendre à déclencher ce système parasympathique, apprendre au fait à guérir de façon naturelle. On a plein de ressources dans notre corps, on a le nerf vague. En fait, notre corps, c'est notre plus grande pharmacie si je lui donne les bons éléments. Notre corps est très intelligent
il interagit avec son environnement. Je pense que maintenant, il faut que les gens se réveillent et qu'ils s'arrêtent de croire qu'on est des robots. On n'est pas des robots. On interagit avec l'environnement, avec les médias, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et si je n'apprends pas à gérer mon énergie, mon attention, parce que là où va mon attention, va mon énergie, je vais tout le temps être malade, que ce soit l'anxiété, que ce soit les maladies métaboliques, que ce soit les maladies mentales. C'est très important, c'est la base, c'est la pleine conscience, d'être conscient de soi, et puis ensuite réguler le système nerveux. J'espère avoir répondu à la question. Oui, mais en fait, j'ai même un autre élément qui va probablement te faire rire, si tu veux, la réponse du biologiste, là, que je trouve quand même bien amusant. Oui, bien sûr. En biologie, on va considérer qu'une petite bête en santé est une petite bête qui veut se reproduire. Et là, il y a un élément assez général là, que je viens de mentionner, c'est être en santé. Fait que, techniquement, en fait, plus les gens sont en bonne santé, plus ils veulent se reproduire. Fait que, Oui. messieurs aussi, si vous voulez une façon de produire de la testostérone, l'activité physique là, intense est probablement la meilleure des façons, en fait, de stimuler la production de testostérone due à la production de la masse musculaire. Fait que, puis bon, je fais souvent la blague, là, comme par exemple, si je marche avec un ami à quelque part, on croise une jolie femme, en fait, puis que je le vois se virer ou encore bégayer. Là, j'ai dit, hey, t'es en santé. Je dis ça. Quand le radar, quand le radar bip, c'est mais c'est vrai, pensez-y comme il faut, là. Habituellement, quand le radar arrête de biper, c'est parce que ça ne va pas bien. C'est les gens qui ne vont pas bien, n'ont pas le goût de se reproduire. Ben, le contraire est vrai aussi. C'est de la même façon. Et c'est vrai, même pour les femmes. Je viens de lire un commentaire sur les anovulants. Et là, je vais être en conflit d'intérêt par rapport à mon travail comme pharmacienne parce qu'on prescrit des anovulants. Mais honnêtement, la femme, elle a besoin d'ovuler pour être en bonne santé. Ça, par exemple, on ne vous le dit pas. Je vous invite à lire sur ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites qui prouvent que la femme, elle a besoin d'ovuler pour être en bonne santé parce que c'est bon, la progestérone, c'est bon pour le cerveau, pour la santé cardiovasculaire. Et si j'arrête ce processus, au fait, je peux compromettre la santé, notamment mentale et notamment métabolique. Donc, c'est un sujet, c'est une parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à lire là-dessus. Et c'est vrai, une femme qui est en survie, elle va commencer à ne pas avoir de règles, elle va avoir même des symptômes de préménopause. Si on compare la vie sexuelle d'une personne qui vit en Afrique, dans l'Afrique de maintenant, hein, pas l'Afrique où il y a la famine, l'Afrique, on va dire, côtière, cette femme elle va être fertile jusqu'à l'âge de 60 ans, certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même mode de vie nord-américain, où la femme est tellement stressée au fait qu'elle devient biologiquement un homme. Parce qu'elle n'ovule plus, elle n'a plus de règles, elle n'a plus d'hormones, elle est en préménopause. Et ça, c'est vrai. Hein? Il y a plein d'études là-dessus. Et j'invite tout le temps les femmes à faire attention à leur environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a les xénostrogènes. Là, on sort un petit peu du sujet, mais ouais, l'environnement est de mise. Les xénostrogènes, les OGM, le stress, le manque de lien social aussi. Les femmes qui sont en solitude, elles vont être préménopausées plutôt que les femmes qui ont un cercle social riche, parce qu'au fait, il y a le toucher aussi, le toucher physique, les caresses, les câlins, ça fait sécréter l'ocytocine, qui est un excellent anti-inflammatoire. Les femmes qui vivent isolées, elles vont faire plus de PMS. D'ailleurs, on l'a vu avec la pandémie, on a eu beaucoup de cas d'endométriose, PMS. Moi, je l'ai vu, je vois la détresse des gens à la pharmacie. Je vois les femmes qui souffrent de PMS. Je vois les hommes qui souffrent de problèmes érectiles. Je vois l'anxiété. Je vois la détresse des gens, je le vois. Et ça me désole parce que ils n'ont pas accès à l'information. S'ils savaient seulement qu'ils peuvent vraiment aller mieux en faisant des changements petit à petit, je pense que, mais c'est notre rôle en tant que professionnel de la santé. Ça m'émeut parce qu'on a un grand impact sur notre santé quand on devient responsable. Et c'est possible, ce n'est pas miraculeux. Et ça ne dépend pas du médecin, ça ne dépend pas du pharmacien, ça ne dépend que du patient. Après, on peut toujours aller chercher de l'aide. Et c'est pour ça que tous ces professionnels de la santé existent. Ça dit, on a une question. PMS,
définir PMS? Ah oui, le syndrome prémenstruel. PMS, c'est syndrome prémenstruel, c'est cette période où je vais me sentir irritée, je vais avoir des douleurs au bas du dos, je vais peut-être faire de l'anxiété, je vais avoir de l'inflammation, je vais avoir des douleurs des règles, c'est ça le PMS. D'ailleurs, c'est classé comme une maladie selon DSM-5, comme une maladie mentale. La dysphorie, le changement d'humeur pendant le syndrome prémenstruel. Ça, Ouais, c'est mon côté pharmacien. Je dis PMS, je dis des choses. Je m'excuse. ouais, c'est correct, c'est parfait. En fait, on a une question aussi. Combien de fois par semaine suggérez-vous de méditer et pendant combien de temps? J'adore cette question. Ça, là, ça c'est mon, mon sujet de prédilection. Alors, la méditation, quand on commence, surtout si on est sujet à l'anxiété, je recommande à la personne de commencer par de courtes méditations. Parce que si on est déjà agité dans notre corps, si je commence à méditer, je vais m'asseoir, je vais avoir toutes ces pensées anxiogènes. Donc, ça va me donner plus d'anxiété. Donc, soit je vais faire un travail au préalable sur mon corps, donc je vais calmer mon corps en faisant du yoga. Bon, il y a des gens qui vont courir en faisant une course ou faisant une activité physique, donc ça va calmer le surplus d'énergie, ou en faisant du yoga, donc étirer, calmer le corps. Puis là, je médite, c'est mieux, c'est ce que je recommande. Si je ne suis pas capable de faire ça, je recommande de courtes méditations. Je commence par de la respiration. Je médite pendant 1 minute, puis 2 minutes la prochaine journée, 3 minutes, et j'augmente petit à petit. Combien de fois par semaine? De préférence tous les jours, mais je sais qu'on a des obligations. Si on peut faire 3 fois par semaine pour débuter, pourquoi pas? Mais plus je répète, mieux c'est. Donc, tous les jours et associer un endroit et un timing. Moi, je recommande toujours le matin au réveil ou le soir au coucher, où l'esprit est plus paisible et aussi où le cerveau est plus suggestible aussi. Ah, c'est intéressant. En passant aussi, parce que là, ça fait un lien aussi avec les trois éléments que tu conseillais tout à l'heure pour changer une habitude, le déclencheur, la routine, la récompense. Sais-tu, en fait, ça m'a rappelé en fait que Dr Lambert, avec qui j'ai écrit le deuxième et le troisième livre, là, qui était un médecin de famille, là, Dr Lambert est décédé malheureusement, nous avait parlé de la volonté à l'époque et du fait qu'on a un capital, en fait, ou une quantité de volonté, si vous voulez, dans la vie de tous les jours qu'on va appliquer consciemment. Ça fait que quand tu disais, dans le fond, que la conscience va gérer à peu près 10 de ce qu'on fait, ça, c'est la volonté qu'on va dépenser dans la journée. Puis c'est une quantité qui est définie, qui a une certaine limite. Fait qu'on va avoir tendance, en fait, pour économiser notre volonté, à rouler sur le pilote automatique, qui est le subconscient, qui, lui, fait appel justement à tous nos réflexes et à toutes les routines qu'on met en place et autre chose. Fait que les gens terriblement occupés, là, ont tendance à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits éléments qui se font tout seuls toute la journée parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision là-dessus. Ils les font tout seuls. C'est pour ça que le fait d'avoir un déclencheur, j'ai beaucoup aimé justement tes 3 items, je n'avais jamais entendu l'explication. D'avoir un déclencheur, une routine, puis un élément de récompense, en fait, ça fonctionne très bien pour établir, dans le fond, une nouvelle habitude. Non, c'est le fun, j'ai beaucoup aimé. C'est des études scientifiques qui étaient faites par des Américains, un neuroscientifique, j'ai oublié son nom. C'est ça qui a décortiqué l'habitude pour la rendre plus facile à intégrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a un commentaire, en fait, de M. Tremblay qui nous dit moi, je suis une personne viscérale, j'adore les câlins. En fait, je pense que tout le monde devrait adorer les câlins, tant qu'à moi. Là. Ah, ben, en fait, on est tous comme ça. C'est juste que des fois, là, je ne vais pas rentrer dans le sujet des traumas et du syndrome post-traumatique. En fait, on est des animaux, on est émotionnels. Mais on a évolué. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est le précortex frontal. Mais on a quand même une nature très émotionnelle. Donc, on est des mammifères. Et quand on voit les animaux dans la nature, la maman qui lèche les bébés, c'est instinctif. Après, il y a des personnes qui sont moins tactiles, plus peut-être visuelles ou plus auditives, mais on est tous faits pour être tactile et se toucher. C'est notre nature
terrestre. Même pas humaine, terrestre, parce que les animaux ont la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on adore les chats et les chiens, puisqu'on adore flatter nos animaux parce que ça va faire sécréter de l'ocytocine. Oui, en passant tout à l'heure, aussi pour ajouter sur ce que tu disais par rapport à la méditation, la fréquence. En fait, il faut savoir que on a tendance à conscientiser la méditation comme un geste qu'on est obligé de mettre en place avec une activité. Bon, tu en as parlé dans le cadre de la routine, c'est une bonne chose parce que là, on va l'appliquer dans nos habitudes quotidiennes, si on veut. De l'autre côté, on peut considérer aussi un moment de s'arrêter comme faisant partie de notre méditation journalière. Moi, à tous les étés, vous allez voir, là, tous ceux qui me suivent le savent, en fait, là, dès qu'on va commencer à avoir des fleurs l'été prochain, pratiquement tous les jours, je vais poster une fleur sur Facebook. La raison, je l'explique souvent, c'est que ça m'oblige à moi-même à m'arrêter. Ça fait partie, si on veut, de mon rituel de méditation. Parce que je m'arrête au moment présent, je la regarde, je la prends en photo, je décide de vous la partager puis d'écrire quelque chose pour vous autres. C'est un geste que je fais pour vous donner quelque chose, pour qu'on partage quelque chose ensemble en même temps. En fait, là-dessus, Sonia Lupin, hein, la spécialiste, la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal, a souligné que si on devrait au moins dans la journée s'arrêter au moins 1 heure par jour, 60 minutes, mais que 6 fois 10 minutes, ça compte. C'est intéressant. Ouais. Oui, mais ça c'est excellent. C'est un exercice de pleine conscience, au fait. C'est utiliser nos sens pour être dans le moment présent. Donc, on peut identifier quelque chose qu'on regarde. Par exemple, toi, c'est les fleurs. Ça t'oblige à être là. Quand je suis là, je ne pense pas au futur, je ne pense pas au passé, je suis dans le moment présent. Je peux utiliser le sens du toucher. J'identifie 3 choses que je peux toucher. Le sens de l'odorat, j'identifie 2 choses que je peux sentir. Et puis, il y a le sens de la vue, on l'a déjà cité, le sens de l'ouïe. J'identifie une chose que j'écoute là en ce moment, les aboiements d'un chien, une voiture qui passe. Ça nous permet de nous déconnecter du futur et du passé et d'être là, nous connecter à notre corps, nos sens, notre corps, nos sensations corporelles. C'est un excellent exercice de pleine conscience. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Oui, c'est ça. Bon, on avait M. Tremblay, justement, qui soulignait que la vie est une méditation. Quelle formation pourront nous suivre? En fait, oui, ça, j'ai répondu tout à l'heure par écrit. Là, il y a quelqu'un qui demandait des formations qu'elle pourrait suivre, en fait, en nutrithérapie, médecine fonctionnelle, etc. Il y a 2 écoles au Québec qui donnent d'excellents cours du côté de la naturopathie, en fait, dans lesquelles vous allez trouver toute une variété, là, si vous voulez, autant les plantes, l'aromathérapie, etc. D'un côté, il y a l'IESN, et de l'autre côté, il y a le EESNQ. Donc, ce sont 2 écoles de naturopathie au Québec qui offrent des cours complets, en fait, dans le domaine. J'ai une question de Louisa qui pose des questions pour les huiles essentielles par rapport aux maladies inflammatoires. Oh, c'est peut-être un peu pointu. Je n'ai pas de réponse, mais ce que je sais que pour les huiles essentielles, ça aide à ancrer le sens de l'odorat. C'est une personne qui n'est pas ancrée peut utiliser les huiles essentielles pour être dans le moment présent parce qu'on utilise le sens de l'odorat. Par contre, pour ce qui est de la réponse par rapport aux maladies, je ne sais pas. Non, puis ça, c'est quand même assez pointu, en fait, comme question. On avait aussi Mme Jalbert qui demandait, elle a dit un gros merci à vous 2, en passant, ça dit. C'est très intéressant. À 78 ans, j'oublie parfois ces règles de santé de base, mais je vais me remettre à chaque chose que j'ai négligée. Merci et bonne soirée. C'est le fun. Ah, c'est gentil. J'ai aussi une question pour la méditation transcendantale. Oui, André, je suis d'accord avec toi. Je viens de lire ton commentaire, oui. Officiellement, ma remarque, parce que c'est mieux de le lire, parce que les gens, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Officiellement, ma remarque concerne la méditation transcendantale. Ah oui, André Perrault, qui fait de la méditation depuis très longtemps. Et oui, on avait faire le tour des médicaments avec le pharmacien. Est-ce qu'on peut en arriver à en diminuer? Oh, j'ai quelques conseils pour vous qui vont faciliter la chose. Et débuter certains produits naturels. J'ai eu un échec d'introduction, trop d'interactions. Écoutez, en passant, honnêtement, les pharmaciens n'ont pas toute la même ouverture par rapport aux produits naturels. Ils ne vont pas tous s'y connaître de la même façon. Ça fait qu'hésitez pas, si vous sentez que votre pharmacien est mal à l'aise avec la situation, ne poussez pas le bouchon pour rien. Essayez, demandez tout simplement, consultez-en un autre, tout simplement. Donc, ça la première chose.
L'autre chose, la question des médicaments, il y en a qui sont excellents pour la santé en passant. Il y en a que vous n'avez pas Oui, besoin de remplacer. Il y a des facettes comme la question du contrôle de la pression artérielle qui peuvent dépendre d'une question génétique que vous n'aurez pas le choix. Même si vous êtes en santé, il y en a du monde qui vont prendre des médicaments de pression artérielle. Fait que ça dépend en fait des facettes. C'est ça, il faut le savoir. La première question à demander en passant avant tout, c'est le médicament que vous prenez, là, il sert à quoi au juste en tant que c'est tel? ça. Est-ce que vous allez avoir à le prendre longtemps en tant que tel? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez être capable de l'arrêter? Posez déjà ces questions-là. Déjà, ça va vous orienter. Puis déjà, ça va amener la réflexion sur le fait qu'il y en a-t-il des médicaments parmi ceux que vous prenez qui pourraient être remis en question, reconsidérés? Puis quand il y en a, en fait, qui pourraient peut-être être remplacés par des produits de santé naturelle, demandez à votre pharmacien de vous accompagner. Ils sont là pour ça. Normalement, ils vont vous accompagner justement pour le faire. Prenez pas de chance de le faire vous-même. Oui, en fait, je vais juste faire une petite remarque. Le but de cette conférence, c'est pas de diaboliser les médecins, les pharmaciens ou de diaboliser les... En fait, le but, c'est de dire que si je prends en main ma santé, si je suis responsable de ma santé, je peux faire des modifications de mes habitudes de vie. Si je décide de réduire ou d'arrêter certains médicaments, bien sûr, il faut en discuter avec le médecin toujours, je le dis toujours, n'arrêtez jamais un traitement sans l'avis de votre médecin. Ça ne remplace pas une consultation médicale. Il faut toujours, si j'ai une maladie, il faut aller voir la personne qui est là pour ça, un médecin. Mais le but de cette conférence, c'est de vous dire que c'est possible de prévenir, c'est possible d'aller mieux en faisant certaines choses. Et donc, le pharmacien, si par exemple vous décidez de prendre un produit de santé naturelle, un pharmacien peut vous aider parce qu'on a accès à une plateforme qui étudie les interactions avec les médicaments. Donc, il est là. Je pense que c'est la première personne que vous pouvez aller voir pour parler d'interactions médicamenteuses, parler des effets. Il peut vous aider. Les pharmaciens sont là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à en parler. Après, il y a certains pharmaciens qui vont être moins ouverts, c'est vrai, mais un pharmacien se doit de vous donner l'information. Ils ont accès à l'information, pas tous les détails, mais ils peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à en parler. Moi, je serais ravie que mes patients viennent me voir pour les aider à faire ça. Après, on ne peut pas tout faire. Les pharmaciens sont plus spécialistes des médicaments. À ce moment-là, ils peuvent toujours vous orienter vers un autre professionnel qui peut vous aider, vers un ostéopathe, même si on n'a pas le droit d'orienter vers certains professionnels de la santé. Je ne sais pas, Eric, si tu le sais, l'ordre des pharmaciens nous interdit de référer à un naturopathe. Je pense à un naturopathe et un acupuncteur, je ne suis pas certaine. En Donc, fait, si le habituellement, pharmacien c'est c'est ça, c'est pas la faute du pharmacien, c'est des fois ils peuvent pas vous orienter ou vous référer à certains professionnels. C'est le système de santé au fait qui est comme ça. ouais, c'est ça. Tous les professionnels qui n'ont pas d'ordre, habituellement, ceux qui ont des ordres n'ont pas le droit de référer. Mais C'est bon, c'est un ça, peu. absolument. En fait, c'est un certain non-sens, ça, parce que soi-disant, vous n'avez pas le droit de le référer parce que vous devenez responsable de ces gens-là. Puis de l'autre côté, ces gens-là n'ont pas d'ordre professionnel parce qu'on juge qu'ils ne sont pas dangereux. Fait que là, il y a quelque chose qui cloche. Hein? C'est Mais en tout cas, ceci étant dit, on ne fera pas un débat là-dessus ce soir. Hein. Mais pour pousser ton point, vous avez raison. Ce soir, hein, comprenez bien, l'objectif de ce soir était de vous sensibiliser à l'importance de prendre conscience de la responsabilité de notre santé en tant qu'individu. Puis du fait qu'on a le droit aussi de faire nos choix. On a le droit de vouloir avoir d'autres possibilités. Quand on parle de santé intégrative, moi, l'exemple que je prends toujours, que je pense qui est excellent, c'est la dépression. Mais toi, tout à l'heure, tu as parlé du stress et de l'anxiété. Écoutez, je vends moi-même des produits pour le stress et l'anxiété, puis je vais recommander à tout le monde de ne pas en prendre en premier lieu, d'essayer de développer leurs propres outils pour améliorer la gestion de leur stress et de l'anxiété. Et là, si les outils ne deviennent pas suffisants, moi-même, je l'ai parlé souvent, je suis quelqu'un de très anxieux, en fait, qui a des problèmes de stress qui sont probablement dus même à ma génétique, en fait, ou à mon passé, avant même que je naisse, peut-être même. Là. Mais les traumas transgénérationnels? J'ai une propension, ouais, dans mon cas, je pense que c'est épigénétique dû à mes parents, Ouais. mais ceci dit, je vais faire de l'activité physique intense dans des périodes de stress parce que c'est ce que j'ai découvert dans mon cas qui est le plus efficace. C'est terriblement efficace dans mon cas, en fait, l'activité physique intense, puis en plus, ça me garde plus en santé. Je peux vous dire que ces derniers mois, je suis en forme. Mais... c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il faut trouver nos propres outils, en fait. Il faut prendre conscience qu'on a, c'est dans nos mains que notre santé réside. Et donc, le titre de la conférence de ce soir, la santé, ce jeu dont vous êtes le héros, c'est réel.
En fait, c'est nous qui avons le choix de la façon dont on va C'est le gérer. possible. C'est possible. Il y a des patients qui croient qu'ils ont une sentence. Moi, j'ai des patients qui me disent, j'ai du diabète, c'est dans la famille. Et j'ai juste le goût de leur dire, mais non, oui, peut-être le gène, il existe, il est là, on n'y peut rien. Le gène, il est là, on n'y peut rien. Mais tu as tellement du pouvoir sur ta vie, sur ta façon de voir les choses, ta façon de t'alimenter, ton environnement. Tu es responsable, tu n'es pas une victime, tu n'es pas une victime de tes gènes. Et je leur dis ça, hein. Il y a des patients qui sont très à l'écoute et qui m'écoutent, mais il y a d'autres patients qui sont résistants et je ne les force pas. Ils ne sont pas peut-être prêts pour changer. Et Dieu sait ce qu'ils ont comme peut-être défis dans leur vie. Mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. Vous avez un grand pouvoir sur votre santé. Vous n'êtes pas victime ni de vos gènes, ni de l'environnement, ni du système de santé. Et le médecin et les pharmaciens ne sont pas vos sauveurs. Il faut sortir du cercle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Vous êtes maître de votre santé et c'est possible quand on se donne les outils, quand on est curieux et quand on le décide, au fait. Il faut qu'il y ait une décision. Si je ne le décide pas vraiment et que je ne prenne pas la décision que je veux aller mieux et que c'est possible pour moi d'aller mieux, et peu importe les outils que vous utilisez, vous pouvez prendre et des médicaments et aussi changer vos habitudes de vie. Il n'y a pas de recette une recette pour tout le monde. Chacun sa façon de se prendre en main. C'est juste pour vous dire et vous sensibiliser que c'est possible. Bon, ma part, j'ai guéri sans médicaments, c'était ma décision, mais tout le monde a le choix de... Il y a plein d'outils, c'est ça. Tout le monde a le choix de choisir ce qui lui convient le mieux et c'est possible. Et ce n'est pas en pointant les autres qu'on va changer le système de santé, mais en le remplaçant, en étant solidaire, en étant ouvert, en étant curieux. Et c'est ça, n'hésitez pas à faire appel à des coachs santé, à des profs de méditation, à des ostéopathes, à des amis. Restez pas seul et surtout, si votre environnement n'est pas propice, c'est le moment peut-être de faire attention à ça, de développer une pleine conscience de son environnement aussi. On a un commentaire qui est tout à fait adorable. Elle est tellement dynamique et inspirante. Ah, c'est gentil. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça, je suis en train de l'écrire. Je vois Alain qui dit la marche nordique est formidable. Oui, je suis absolument d'accord. La marche, ouais. Là, il y a beaucoup de facettes, en fait. Hein. C'est de prendre connaissance que des fois, des petites choses. Puis des fois, on cherche malheureusement à baisser le petit drapeau. Hein. L'organisme humain va lever un petit drapeau parce qu'il y a quelque chose qui marche mal, ce qu'on appelle un symptôme. On va baisser le drapeau en comblant le symptôme sans corriger C'est ça. ce qui a causé le problème. C'est ça. Donc, c'est juste de prendre conscience que c'est possible souvent, en fait, d'agir même sur la cause ou d'optimiser, en fait, nos bases de la santé, les fondements même de notre santé. Mm. Bien, merci à tous. Écoutez, il est déjà 8h15. Ça fait déjà 1h15, en fait. On parle. Tessa dit, il y a quelqu'un qui demande le nom de ta page Facebook. Ah, c'est Une vie consciente avec Tess. Je vais l'écrire en bas. Merci. Une vie consciente avec Tess. Une vie consciente avec Tess, oui. Et sur YouTube, c'est-tu Tessa dit oui dire? C'est Tess oui dire, je pense. Tess oui dire. Oui, mon surnom plus mon nom de famille. Oui, parce que je le rementionne, en fait, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, là, mais Tessadi a beaucoup de vidéos, en fait, sur YouTube que je vous invite à prendre connaissance. J'adore, en fait, les vidéos qu'elle a faites pour toutes sortes de facettes. Mais merci à tous, c'est gentil. Merci pour tous les commentaires. Donc, ça te va, Tessadi, en fait, on va souhaiter bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints et j'espère que cette conférence va vous aider à peut-être à semer une graine de pleine conscience, une graine qui va vous aider à vous prendre en main et de vous dire que c'est possible au fait de guérir. Oui, tout à fait. C'est possible, en fait, de Ouais. changer le terrain, comme disait Dr Lambert, en fait, et d'optimiser notre santé. Mais merci beaucoup, en fait, Tessadi, pour ton temps. Tu es très généreuse, comme à l'habitude. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Avec Sur grand ça, plaisir. bonne fin de soirée à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bye. Merci bien. Au revoir. Ciao.